Nathalie Kosciusko-Morizet, bonjour. Bonjour. Vous êtes candidate à la candidature pour la présidentielle en France, figure de la politique. On va parler de ça, de votre livre, de l'actualité. Vous, femme, c'est un élément très, très important. Vous avez annoncé votre candidature le 8 mars, tout un symbole. Vous êtes féministe? Oui, je suis féministe. Je trouve que le mot doit être réinterprété, mais je trouve qu'il y a encore des combats à mener, des combats pour les femmes, et puis des combats en fait pour l'ensemble de la société, parce que mener un combat pour les femmes, c'est mener un combat pour que la société respire mieux. Ça fait peur, hein. Le mot féministe, vous savez bien, ça fait peur à beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes aussi. Parce qu'on l'entend peut-être comme quelque chose d'un petit peu passé, d'un petit peu daté. Mais voyons ça, par exemple, aujourd'hui dans les entreprises, les milieux qui sont pas mixtes, c'est des milieux qui sont moins créatifs. Sans même parler de parité. La parité, c'est une question de justice, c'est une question d'égalité. Mais la mixité, c'est une question de dynamique. Les milieux qui ne sont pas mixtes, c'est des milieux moins créatifs, c'est des milieux... Tout le monde y perd, en fait. Les hommes et les femmes, tout simplement. La France a l'air en retard, hein. Les Allemands, Mme Merkel, les Britanniques ont eu Mme Thatcher. Partout en Europe, ça a bougé. En Suisse, vous savez qu'il y a beaucoup de conseillères fédérales femmes. En France, j'ai l'impression que ça reste un obstacle, c'est vrai? Oui, c'est vrai. C'est à la fois un peu historique. En fait, en France... Il n'y a pas de figure de pouvoir féminin, il y en a très peu. Il n'y a pas vraiment d'histoire de ça. Et d'ailleurs, c'est un grand vertige quand vous êtes une femme politique, parce que vous savez, les journalistes vous demandent souvent, mais alors quels sont vos modèles? Et les hommes donnent toujours des hommes. Jamais vu un homme qui donnait un modèle féminin. Et les femmes donnent aussi des hommes, parce qu'en fait, il y a très peu de choix. Il y a Simone Veil. Simone Veil, c'est le classique. Et les quelques figures féminines historiques qu'il y a sont assez tragiques, quoi. C'est Jeanne d'Arc, c'est bon, on n'a pas toute vocation au bûcher. C'est un peu unique en Europe. Il y a quand même plus de figures féminines dans les pays voisins. Et puis, en plus, c'est quelque chose qui, à mon avis, distingue le monde politique, le monde du pouvoir de la société française. Parce que la société, l'économie, elle bouge. Malgré tout, même si c'est trop lent, mais elle bouge quand même. Alors que le monde politique est complètement en retard sur tous ces sujets, comme sur beaucoup de sujets de modernité. Vous signez ce livre, Nous avons changé de monde. Vous racontez des anecdotes extraordinaires dans ce registre-là. Comment des premiers ministres vous appellent quand il y a un remaniement, hein, et qu'il faut vous dire, ma pauvre, vous ne serez pas ministre, mais vous avez un bébé. Ça m'est arrivé. J'ai deux garçons qui ont 10 ans et 6 ans. Et ça m'est arrivé à chaque fois, à chaque grossesse. J'ai eu un coup de fil, la première fois du président de la République, la deuxième fois du Premier ministre, pour me dire, tu sais, on avait prévu de te nommer ministre, mais en fait c'est formidable, t'as un bébé, et donc non. Ça c'est le machisme paternel. Hein. Et ce que je trouve dingue, c'est que je pense qu'en plus, c'était pas la vraie raison. C'est-à-dire que je pense qu'en fait, il y avait d'autres raisons, et qu'ils voulaient pas me nommer ministre, et que donc, ils pensaient pouvoir, entre guillemets, me consoler, en l'amenant comme ça, ce qui est quand même un manque de psychologie féminine ahurissant. Je veux dire, toutes les femmes qui nous écoutent savent ça. Vous dire, tu n'auras pas ta promotion parce que tu as eu un bébé, c'est pas un truc qu'on dit à une femme. Alors, en même temps, c'est une force, ça fait partie de votre marque de fabrique, c'est un aspect parmi bien d'autres évidemment, mais enfin, vous êtes candidate à la candidature à droite en France, bien placée dans les sondages, vous êtes entrée dans le jeu des sondages. Le chouchou, c'est Alain Juppé, ça reste le cas depuis des mois et des mois. Il est le mieux placé décidément. Oui, aujourd'hui, oui. Et puis l'élection, elle sera l'élection primaire les 20 et 27 novembre 2016. Donc c'est une campagne qui fait que commencer. C'est une campagne très nouvelle. Hein. Il faut savoir qu'il n'y a jamais eu de primaire pour la droite et le centre en France. C'est campagne ouverte. On a par exemple encore tout un travail de sensibilisation à faire en direction des Français pour qu'ils sachent qu'ils sont invités à voter. Et moi, je souhaite qu'ils soient très nombreux à venir, qu'il y ait une vraie respiration démocratique. Vous avez un éventail large parce que vous séduisez au centre droit, parfois même centre gauche. Vous avez un panel assez large. Mais enfin, Juppé, effectivement, il est en tête. Il y a un moment où beaucoup devront se rallier à lui. Il y aura un deuxième tour. Et à ce moment-là... sans doute, il y aura des positions à prendre. Mais moi, je ne me lance pas dans la bataille en me disant déjà ce qui se passera après. Je m'y lance totalement, c'est mon tempérament, vous dites, je veux être avec présidente. toute l'énergie. Et oui, et si je ne le voulais pas, et si je ne croyais pas que j'avais des choses utiles à y faire, je n'y irais pas, tout simplement. Alors, l'homme qui a beaucoup compté dans votre parcours, ça a été Nicolas Sarkozy. Vous avez été très proche de lui pendant longtemps, et puis ça s'est gâté. Pourquoi ça s'est gâté? Bon, j'ai été porte-parole de Nicolas Sarkozy pendant la campagne de 2012. Je pensais à l'époque, et d'ailleurs, d'une certaine manière, je ne le regrette pas parce que je le pense toujours, je pensais qu'il aurait fait un meilleur président que François Hollande. Et concernant François Hollande, on est de plus en plus de Français à le penser. Il n'y a qu'à voir
taux de satisfaction là à 15% qu'il a aujourd'hui. Mais à l'époque, je trouve Nicolas Sarkozy avait une qualité, moi il me semble il a perdu, qui était qu'il acceptait, il intégrait les sensibilités différentes, il était rassembleur. Il s'est refermé, vous le dites dans votre livre, hein, vous Oui. dites que ses traits de caractère se sont racornis. Ben, regardez, en 2007, Nicolas Sarkozy a fait ce qu'on a appelé l'ouverture. Il a fait un gouvernement assez large. Et même pendant la période 2007-2012, il a gouverné en marquant sur des sujets qui étaient nouveaux pour la droite une certaine ouverture. Par exemple, sur le Grenelle de l'environnement, dont je me suis occupée. Et puis, ces derniers temps, cette diversité de sensibilité qu'il acceptait, il semble qu'il ait plus voulu l'accepter. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai vécu. J'étais numéro 2 du parti. Je professais depuis longtemps une position particulière sur la stratégie vis-à-vis du Front National. Je disais que je ne souhaitais pas qu'on renvoie dos à dos Front National et Parti Socialiste, que quand la question se posait, parce que malheureusement parfois elle se pose, de savoir si on votait Front National ou Parti Socialiste, il fallait choisir. Et moi, dans ces cas-là, je choisissais Parti Socialiste. Et c'est des choses que j'ai toujours dit, que j'ai même écrit dans un livre quand j'étais ministre. Ça, et là, c'est d'un un de vos coup, traits marquants, c'est devenu une position inacceptable. très anti-Front National. Vous savez qu'il y a une grande partie de l'électorat de droite qui ne vous suit pas, hein, qui ne comprend pas ça, qui dit est-ce qu'il ne faut pas s'entendre tôt ou tard avec le Front National, comme les socialistes s'étaient entendus avec les communistes. Qu'est-ce que vous leur dites à cela? Écoutez, d'abord, qu'il y ait une grande partie de l'électorat, il faudrait modérer le mot grande. Parce qu'aux élections régionales, moi j'ai été la seule dans mon parti à dire ça, à dire il ne faut pas renvoyer dos à dos le FN et le Parti Socialiste. J'ai voté contre tous au bureau politique sur ce sujet. Mais les Français, ils m'ont donné raison. Parce que dans la région Nord-Pas-de-Calais, Picardie, dans la région Grand Est, dans la région PACA, si les Français avaient appliqué ce qu'on appelle le nini, s'ils avaient renvoyé dos à dos le Front National et les autres, eh ben en fait, on aurait eu des présidents Front National. Donc les Français m'ont donné raison, cette opinion, elle ne doit pas être si minoritaire que ça. Vous voyez bien ce que ça peut vous coûter en termes d'image, une image déjà assez bourgeoise, bon chic, bon genre, certains disent bobo de droite, etc. On dirait voilà, ça c'est l'élite qui n'aime pas le peuple. Écoutez, je moque des images. Je le raconte d'ailleurs dans mon livre. Il y a, quand vous faites de la politique, et alors je pense que c'est encore un peu plus le cas quand vous êtes une femme, on passe son temps à essayer de vous caricaturer. C'est très amusant. C'est toujours très facile d'ailleurs, puisque on trouve toujours des traits. On est tous caricaturables. Et puis parfois, c'est une caricature qui s'éloigne tellement de ce que vous êtes que ça devient absurde. Et quelque part, moi, j'ai le tort, dans ces cas-là, de ne pas lutter. Je trouve ça tellement absurde, je ne vais pas me battre contre des trucs tellement idiots. Et puis, vous avez des collaborateurs, et moi, ça m'est arrivé, qui vous disent, écoute, nous, on sait que tu es comme tu es, mais les gens ne peuvent pas le croire, parce que ta caricature est tellement éloignée de ce que tu es, tu devrais faire un effort pour ressembler à ta caricature. Je dis non, ça va être trop compliqué pour moi. Et moi, je pense qu'il faut... On a une valeur ajoutée quand on est soi-même, quand on porte des convictions. Je porte mes convictions. Vous avez un accent très bon chic, bon genre, accent un peu gratin. Hein, non, oui. j'ai un zozotement, mais ça, c'est parti de là. J'ai essayé de le corriger, j'ai jamais réussi. Merci de le soulever. À mon âge, ça me touche encore. Il y a cette tradition française. Vous vous souvenez du mot? Non, c'est pas une tradition, c'est juste un défaut de langage. C'est De Gaulle sur Giscard qui disait son problème, c'est le peuple. Ouais. Côté pas assez populaire. Vous l'avez entendu ça, évidemment. Non, attendez, ça, c'est des critiques que la gauche fait systématiquement à la droite quand elle n'a pas d'autre angle d'attaque. Il y a des gens de gauche. Fabius a été et moi, d'ailleurs, j'ai envie de répondre à la gauche dans ces cas-là. J'ai pas vu beaucoup de chaudronniers dans vos rangs récemment. Vous citiez Fabius, qui n'est pas chaudronnier. Nathalie Scomorizet, votre parcours, vous le racontez dans votre livre. On parlait de chaudronniers et de communistes. Il y a de tout dans votre monde d'origine. Des gens de droite, beaucoup. Des communistes aussi, c'est assez surprenant à rappeler. Hein. Un arrière-grand-père? Oui, c'est-à-dire que moi, j'ai deux familles, enfin un père et une mère, comme nous tous, mais deux cultures aussi, d'une certaine manière, qui sont des cultures assez différentes, qui l'une et l'autre composent la France. Une famille de droite qui est traditionnelle, catholique, provinciale, une famille de gauche du côté de mon père qui sont des immigrés pour partie d'origine juive, plutôt socialistes ou communistes, engagés d'ailleurs dans les mouvements politiques. Et d'ailleurs, c'est un des messages que j'ai voulu passer dans mon livre, c'est que en France, il peut y avoir plusieurs cultures. Ce sont des cultures anciennes qui sont ancrées dans l'histoire, qui se sont battues d'ailleurs à certains moments de l'histoire. Il peut y avoir plusieurs cultures, mais il n'y a qu'une France
Et c'est cette tension entre différentes cultures, elle fait justement la France, elle fait la richesse de la France, et parfois elle fait son moteur même, parce que la tension, elle peut être positive, elle peut être créatrice. Mais le moteur s'est cassé visiblement. Il y a quelque chose qui marchait à certaines époques, ça ne marche plus maintenant. On va en parler dans un instant, mais de ces origines-là, juives, Europe centrale, vous avez gardé quoi? Alors, je ne sais pas faire le tri à l'intérieur de moi-même. Je peux dire et faire la transparence sur ce que je suis et d'où je viens, mais après, je laisse chacun juger. Vous êtes pratiquante, par exemple? Moi, je suis catholique, assez occasionnellement pratiquante. C'est marrant Ça que veut vous dire posiez quoi, cette question. occasionnellement? À Pâques et à Noël. Pardon, ça me surprend parce que c'est des questions qu'on ne pose jamais sur la télé française. Mais vous voyez, ça vaut la peine de voyager. Ça me pose pas de problème de répondre. Mais c'est vrai que alors voilà une question qu'on ne me posera jamais à la télé française. Et cette foi, elle compte dans votre engagement, la foi catholique? Moi, je pense que un homme politique, ça se découpe pas en tranches, si vous voulez. On est à la fois tout ce qu'on est, y compris dans la vie personnelle, et puis après, il y a ce sur quoi on choisit de communiquer, de porter message, qui est pas forcément toute sa vie, parce qu'il y a aussi une part privée. Mais ça se cloisonne pas au sens où on pourrait être des personnes différentes. Il y a des hommes politiques comme ça qui ont des images publiques qui sont très construites, qui sont très artificielles. Alors, moi, j'ai choisi de ne pas faire ça. Et puis, alors, franchement, je ne saurais pas le faire de toute façon. L'illustre grand-père, Jacques Kosciusko-Morizet, très grand ambassadeur, c'est vraiment quelqu'un qui a compté dans l'histoire politique de la France. Hein. Ça, c'était une figure tutélaire pour vous? Oui, c'est quelqu'un qui a beaucoup compté pour moi. J'ai passé plusieurs années, en fait, chez lui. J'étais pour partie élevée par mes grands-parents. J'étais très attachée à lui. C'était un personnage à la fois très, très chaleureux et attachant, et puis en même temps très impressionnant du fait de son histoire, qui avait pour partie croisé l'histoire de France. Il vous a appris quoi? C'est pas commun d'avoir ce type de grand-père qui est autant dans l'histoire, dans la vie politique. Il m'a appris l'esprit de résistance. Faut pas lâcher, jamais, quand on croit à quelque chose d'important. Pour lui, c'était dans quelles circonstances? Mon grand-père c'était cette génération qui avait fait la guerre, qui était issue de la guerre. Mon grand-père avait été investi très tôt dans la résistance en France. Il avait été investi dans la résistance combattante. Il avait commandé en second l'insurrection militaire à l'hôtel de ville de Paris. De tout ce métissage sort votre personne, votre carrière. On disait tout à l'heure, la machine à intégrer ne marche plus du tout en France. Hein. C'est quand même très spectaculaire, vu de l'extérieur surtout. Alors, des Molenbeek en Belgique, il y en a en France, des Molenbeek? Alors, d'abord, je voudrais modérer votre propos. La machine à intégrer ne marche plus, parce que c'est ce que je dis un peu dans mon livre. On a un problème en France qui est que les réussites sont silencieuses et les échecs sont criants. Alors, il ne faut pas minorer l'importance des échecs, en particulier en ce moment. Évidemment, il n'est pas question de minorer les problèmes, mais malgré tout, il faut signaler à tout moment qu'il y a des réussites. Vous voyez, la cité... il s'y passe des choses parfois très dures, mais il y a aussi des gens qui en sortent. Et d'ailleurs, ne serait-ce que par respect pour eux, pour leur parcours, pour ceux qui nous entendent, dire qu'il y en a qui en sont sortis, qu'on peut en sortir, et qu'il y a des parcours de réussite qui en sont issus. Souvenez-vous, après les attentats du 13 novembre, des cités comme Saint-Denis, quand on voit de l'étranger l'état d'une cité comme Saint-Denis, qui est dans un état de désordre incroyable, on se dit vraiment, c'est la France. Oui, bien sûr, et je vais abonder dans votre sens. Moi, il y a une chose qui m'a beaucoup frappée dans les derniers événements, c'est qu'on s'est rendu compte, à l'issue des attentats de Paris puis de Bruxelles, que c'était un groupe de 80 personnes, probablement. 80 personnes. Donc, ce n'est pas un groupe isolé. 80 personnes qui ont pu se cacher, préparer, trouver une base arrière avant les attentats, mais aussi après les attentats, se dissimuler. 80 personnes en tout, probablement, c'est ce que nous disent les enquêteurs. C'est pas un accident, c'est pas un hasard, c'est qu'il se passe des choses profondes. Et alors j'ai fait moi un certain nombre de propositions dans mon livre, à la fois pour aller plus loin en termes de sécurité, mais aussi en termes de prévention. Notamment pour donner corps enfin à ce discours qui est celui de tous les ministres, de tous les hommes politiques, qui est de dire qu'on veut avoir un islam de France, qu'on veut pas qu'il se passe n'importe quoi, qu'on veut pas le salafisme. Oui, d'accord, mais qu'est-ce qu'on fait? J'ai fait un certain nombre de propositions concrètes, et il y a aussi une chose dont je trouve qu'on parle peu dans l'actualité, qui est la mobilisation même des habitants de ces quartiers. De dire peut-être, et c'est depuis un plateau comme celui-là qu'on peut le dire, parce qu'il faut que ce soit entendu à tout moment, de dire que
dénoncer ce qui se passe, faire attention autour de soi, être exigeant pour la sécurité des autres et pour la sienne, pour celle de sa famille, et donc éventuellement aller donner des informations, c'est pas être une balance, c'est juste être un citoyen. Face aux musulmans, en général, on voit bien qu'il y a quand même deux grandes tendances qui se dégagent. Ceux qui disent il faut rien céder sur la laïcité en France, etc. Et ceux qui disent il faut quand même être plus arrangeant sur le halal, sur les exceptions, sur l'habillement, admettre qu'il y aura toujours plus de musulmans pratiquants et qui doivent aussi faire leur place. Quelle voie vous choisissez ? Moi, je crois qu'il faut déjà appliquer nos propres principes. Voilà, parce qu'en fait, aujourd'hui, on est dans un monde dans lequel il y a des discours et une réalité qui est, mais de manière insupportable, éloignée en fait des discours. Je prends deux exemples. Un premier exemple sur ce qu'on appelle l'islam de France. On a des ministres de l'Intérieur de droite et de gauche. C'est pas un problème partisan. Des ministres de l'Intérieur qui expliquent tous qui veulent créer les conditions d'un islam de France, c'est-à-dire un islam qui ne soit pas financé par les puissances étrangères. Or, tous pratiquent le contraire. Tous négocient avec les pays dits d'origine, les pays du Maghreb, l'Arabie saoudite, les conditions d'exercice de l'islam. Vous dites qu'il faut une forme de taxation interne au pays pour financer chaque... Voilà, je dis simplement quelque chose qui me semble évident, qui est que si on veut un islam de France, il faut qu'il ait des moyens autonomes de financement. Et ça ne va pas être la fiscalité et le contribuable. En plus, en France, on a la loi de 1905. Et d'ailleurs, je trouve que ce ne serait pas forcément légitime. Ça doit être la communauté musulmane. Donc, ça peut être une taxe sur le halal, comme ça existe dans la communauté juive. Je vous ai donné l'exemple de l'islam de France. Je vous en donne un autre. La loi sur la burqa. Parce qu'en ce moment, il y a tout un débat sur la soi-disant mode islamique. Il faut déjà appliquer la loi sur la burqa. Vous avez des cités dans lesquelles elle n'est pas appliquée. Et vous avez aussi le cœur de Paris, dans lequel elle n'est pas appliquée. Parce que parfois, on se montre plus exigeant, au moins dans le discours, pour que les femmes ne portent pas la burqa dans les cités. Mais on tolère que les riches saoudiennes, au hasard, qui vont faire du shopping dans le cœur de Paris, par exemple avenue Montaigne, puissent y aller en burqa. Vous êtes dans un pays, la Suisse, qui est très euro-sceptique. En tout cas, une très forte majorité des Suisses qui a voté régulièrement contre l'Europe. C'est une position que vous comprenez ? Oh, écoutez, d'abord, j'essaye d'être attentive, surtout quand je suis dans un pays voisin et ami, aux positions de son peuple. Mais personnellement, je suis très pro-européenne. Ce qui ne veut pas dire... Et d'ailleurs, c'est même le contraire. Ce qui ne veut pas dire que je trouve que tout est parfait en Europe. En fait, je suis d'autant plus exigeante avec l'Europe, d'autant plus insatisfaite, parfois d'autant plus déçue, d'autant plus en colère, que dans le fond, je suis très pro-européenne. Je crois qu'un certain nombre de problèmes ne trouvent solution que dans l'Europe. Sur les principes, oui, mais vous voyez bien que tout bouge. Le Brexit en Grande-Bretagne, la possibilité d'un Brexit, cette tradition en Suisse, en Allemagne même, des eurosceptiques qui montent, il se passe visiblement quelque chose. L'Europe a l'air petite, on l'a vu dans la crise des réfugiés, mais manque de souffle. Ah mais moi je suis totalement insatisfaite par la situation de l'Europe aujourd'hui. Et je dirais même plus, je la trouve dangereuse, c'est-à-dire que les crises s'accumulent. On a eu la dette grecque. On a oublié, enfin c'était quand même l'été dernier, on a oublié parce qu'il s'est passé tellement de choses depuis. On a eu la crise des migrants, qu'on n'est pas prêt d'oublier parce qu'elle est en cours. On a la perspective du référendum sur le Brexit. Donc oui, les nuages s'amoncellent. Mais j'ai une conviction, moi, chevillée au corps, qui est que ça n'est pas parce que l'Europe est aujourd'hui insatisfaisante qu'il faut renoncer. Je crois au contraire qu'il faut, sur certains sujets, aller plus loin. Par exemple, juste sur ce sujet, sur la question des migrants. L'accord qui a été passé entre les Allemands et les Turcs, je dis entre les Allemands et les Turcs parce que c'est comme ça que ça s'est fait, soi-disant c'est un accord européen, mais en fait ça a été passé entre les Allemands et les Turcs, il est très insatisfaisant. Il ne peut être que temporaire. On s'accommode de ce que la Turquie, qui n'est pas dans l'Union européenne, et que, alors très majoritairement nous Français, nous ne souhaitons pas voir entrer dans l'Union européenne, on s'accommode de ce qu'elle soit en fait une frontière de l'Europe. Et qu'elle gère les frontières de l'Europe dans le cadre d'un transfert de migrants qui est compliqué et peut-être même, si la Turquie s'avérait n'être pas un pays sûr, critiquable, très critiquable, voire fautif. C'est pas quelque chose dont on peut se satisfaire. Et la seule solution, c'est qu'il y ait des vraies frontières de l'Europe. Bah oui, parce que pourquoi est-ce qu'on demande à la Turquie aujourd'hui de faire la frontière de l'Europe ? C'est parce qu'on n'y arrive pas avec la Grèce. Donc la vraie solution, c'est pas moins d'Europe, c'est plus d'Europe, c'est des vraies frontières à l'Union européenne. Nathalie Kosciusko-Morizet, l'économie, vous en parlez beaucoup dans votre livre. Il y a, vu de l'extérieur, une tradition française qui est l'étatisme. Et on a l'impression que, quels que soient les gouvernements, cette force ne cède jamais. C'est-à-dire que le vrai courant libéral, alors vous en parlez souvent, mais vous ne le faites jamais.
Pas moi. Ah, vous n'êtes pas vraiment le pouvoir suprême encore. Mais... Non, justement. C'est-à-dire que moi, j'ai une vraie insatisfaction sur ce sujet aussi. D'abord, je voudrais modérer quand vous dites qu'il y a une tradition française qui est l'étatisme. Ouais, ça n'a pas toujours été le cas. Il y a eu, regardez, à la fin du 19e siècle, on fonctionnait d'une manière... Oui, mais attendez, vous parlez de tradition, de philosophie politique. On a eu des moments où on fonctionnait différemment. Il n'y a pas de fatalité à ça. Le plus libéral des candidats, c'est qui? C'est vous? Il faut se mettre d'accord sur ce que c'est que le mot libéral. Libéral économique. Oui, mais aujourd'hui, il y a à droite une espèce de course au libéralisme. Alors c'est assez curieux parce que vous avez en fait des candidats qui font profession de libéralisme qui n'en ont jamais fait la démonstration dans leur histoire politique, qui parfois est quand même assez dense, c'est-à-dire que vous avez le débat du plus libéral alors que par le passé aucun n'a véritablement démontré ses capacités en la matière. Et puis il y a autre chose, c'est qu'en fait beaucoup des candidats professent un libéralisme qui est un petit peu le libéralisme de papa, c'est-à-dire un libéralisme qui s'entendrait seulement comme étant de la dérégulation. Pour moi, le libéralisme, c'est pas seulement de la dérégulation. Le libéralisme, c'est cette idée que les initiatives de chacun, la puissance est un peu en chacun en quelque sorte, et qu'il faut lui permettre de s'exprimer, que c'est en permettant à chacun de donner le meilleur de soi-même et en lui laissant les capacités d'initiative, la liberté nécessaire pour se faire, qu'on aura le meilleur pour tous. Et donc c'est pas juste de la dérégulation. Je vous donne un exemple très concret. Sur le marché du travail aujourd'hui, la plupart des candidats promettent tous la même chose qu'ils n'ont pas fait en 2002, alors que certains étaient en position de le faire, qui est la suppression des 35 heures. Bon, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Moi, je pense qu'il fallait le faire en 2002 et qu'il faut le faire aujourd'hui. Mais être libéral aujourd'hui, c'est aussi regarder ce qui se passe sur le marché de l'emploi et notamment l'émergence du travail indépendant et trouver les moyens de lui faire sa meilleure place. C'est-à-dire que, voilà, c'est pas juste déréguler l'existence, c'est s'occuper du monde qui vient, regarder ce qui est en train de se passer. On a l'émergence, l'effritement du salariat, l'émergence du travail indépendant. Moi, je crois que c'est là que ça se passe. Vous avez été ministre, hein, vous avez marqué par un certain franc-parler, vous disiez à l'écologie, vous disiez par exemple des climato-sceptiques que c'était des connards. J'ai dit plus récemment, j'étais plus ministre, mais je l'ai dit, oui. C'est votre style, ça? Alors, on parlait du côté beau, chic, bon genre, mais il y a aussi un côté un peu plus modernisé. C'est-à-dire que j'ai tendance, on me le reproche assez, hein, j'ai tendance à dire parfois de manière un peu vive ce que je pense. Mais en même temps, vous savez, le monde politique, il est tellement rempli de gens qui disent pas ce qu'ils pensent ou qui disent ce qu'ils pensent pas, que qu'est-ce que vous voulez, ça contrebalance. Vous les avez beaucoup pratiqués, hein. Les Chirac, les Fillon, les Sarkozy, le plus intelligent, lequel c'est? Ça, c'est marrant que vous posiez cette question, parce que moi, je trouve ça tellement français comme question, pour le coup. Avant, c'était très suisse, maintenant, c'est très français. Mais en France, on se pose toujours la question de ça. Je ne crois pas que l'intelligence, ce soit une règle linéaire le long de laquelle on puisse se positionner. Le plus méchant, alors, le plus méchant, je suis sûr que vous savez. Non, mais Joker, là, c'est trop dur. Ah oui, le plus méchant, c'est facile. C'est pas toujours ce qu'on croit, en tout cas. C'est vrai. Ouais. Merci, Nathalie Kosciusko-Morizet. On vous lira. Nous avons changé le monde chez Albin Michel. Merci beaucoup.